Donc, les objectifs ont été établis, je vous le disais, dans le cadre du plan Cancer 3, depuis maintenant 2014. Ce plan se termine cette année. On aura bientôt les informations concernant le plan Cancer 2020. Concernant donc le plan dont je vous parlais, il est toujours question donc d'accompagner au mieux les patientes après les traitements, dans le cadre donc d'un suivi global qui nécessite bien entendu l'intervention de plusieurs médecins, les médecins référents qui vous ont suivi, traité tout au long de la maladie. Il s'agit là de mettre en place un programme personnalisé de soins et de l'après-cancer. Donc ça, c'est des choses qui sont établies au fur et à mesure dans le temps, avec, si possible, on le verra, un petit livret de surveillance éventuellement à mettre en place, si certaines ont des idées. Le but étant de vous donner le plus d'informations possible sur les effets secondaires éventuellement de certains traitements, de leur toxicité, de les anticiper au mieux, et puis bien entendu de prendre en charge les séquelles, que ce soit de la chirurgie ou de l'hormonothérapie, on le verra. Le PPS, donc le plan personnalisé de soins qui vous est transmis durant les traitements, est censé aboutir à ce plan personnalisé de l'après-cancer. C'est clairement une articulation nécessaire entre une surveillance bien structurée, une participation active de votre part. Évidemment, il faut accepter les traitements, les comprendre, pour bien entendu avoir une observance, on va dire, optimale. Encore une fois, l'exemple de l'hormonothérapie, on le sait, qui est un traitement donc souvent très mal toléré, avec malheureusement parfois un arrêt précoce du traitement. L'objectif étant bien entendu la guérison, à nous, médecins, de vous expliquer au mieux en quoi consistent ces traitements et à quels effets secondaires vous pouvez éventuellement vous attendre. Donc tout ceci s'articule dans le cadre d'une surveillance alternée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, tous les médecins qui vous ont suivi, comme je le disais pendant la maladie, que ce soit le médecin généraliste ou le gynécologue de ville, vont communiquer, dans le cas idéal, avec les praticiens qui vous ont opéré, traité, que ce soit à la clinique ou à l'hôpital. Donc je pense aux oncologues, radiothérapeutes ou chirurgiens, et tout en essayant de répondre au maximum à vos questions. Question que j'ai répertoriée, que j'entends le plus souvent. Qui doit me suivre ? Sur quel rythme ? Combien de temps ai-je besoin d'une surveillance ? Quels sont les examens de surveillance préconisés ? Pourquoi est-ce que je relève d'un traitement par hormonothérapie ? Et puis tout ce qu'il y a également en complément qu'on oublie un peu trop souvent. À quel moment reprendre le travail ? À quelle contraception ai-je droit ? Et enfin, pour les patientes les plus jeunes, dans quel délai, dans quelle mesure peut-on envisager une grossesse ? La surveillance peut s'articuler, ou en tout cas cibler, on va dire, 3 axes. Tout ce qui concerne la pathologie qui a été traitée. Donc le rôle, bien entendu, est de s'assurer de l'absence de récidive ou d'évolution secondaire. Les séquelles, éventuels effets secondaires des traitements qui vous ont été donnés ou en cours. Et enfin, tout ce qui est axé autour de la patiente et sa réintégration dans la vie sociale, la reprise du travail, l'environnement familial aussi qui est important, et la vie intime. Donc des choses qui sont importantes à aborder en consultation. Et tout ce suivi, bien entendu, se fait sans limite dans le temps. Exemple, donc, je vous disais, d'un livret de surveillance que j'utilisais dans la structure où je travaillais il y a encore 2 ans. Donc, on proposait aux patientes d'avoir cette référence avec elles, avec tout le nom des médecins, les traitements proposés, les éventuelles cicatrices à surveiller, et puis un calendrier prévisionnel pour avoir des repères dans le temps sur quels sont les prochains rendez-vous, qui je dois voir et dans quel délai. Donc certaines d'entre vous sont très bien organisées, on le voit souvent en consultation avec des classeurs, les bilans bien rangés. L'idée d'un carnet de surveillance, c'est vrai, serait peut-être éventuellement plus simple, par voie électronique, pourquoi pas. J'essaie de travailler dessus avec des associations de patientes et pourquoi pas mettre en place un exemple de surveillance via ce livret. Donc comment est censé se dérouler le suivi ? Vous le savez, tous les 6 mois, normalement pendant les 5 premières années, un examen clinique est proposé, puis 1 fois par an. Le rythme, bien entendu, de la surveillance est adapté au type de tumeur. Les mammographies, la toute première mammographie post-traitement est réalisée 6 mois après la fin de votre radiothérapie. Et si on devait se baser par rapport à la toute dernière mammographie, ça fait à peu près un délai en moyenne d'1 année.
On oublie un peu trop souvent l'examen gynécologique, le frottis par exemple. L'examen gynécologique se fait une fois par an, le frottis est à faire tous les 3 ans. Concernant les examens complémentaires, et je apporterai des précisions, tout ce qui est prise de sang, dosage de marqueurs tumoraux, les échographies, scintigraphies, échographies pelviennes se font dans certains cas, à la demande bien entendu du médecin référent, et ce ne sont pas des examens qu'on vous prescrit systématiquement chaque année. Donc, ce déroulé de la surveillance est une information que vous devez avoir d'emblée afin de planifier comme il se doit la prise en charge ensuite dans le cadre du PPAC et donc de vous permettre d'avoir une prise en charge globale et personnalisée. Donc spécificité par rapport au dosage des marqueurs, je vois beaucoup de patientes avec ce type de bilan. On les demande en fait très rarement, ils ne sont pas recommandés, ils sont plutôt source d'angoisse. C'est un dosage qui est préconisé chez les patientes qui ont eu de la chimiothérapie. Donc dans certaines indications, des patientes qui ont présenté d'emblée des métastases. Donc c'est un marqueur qui nous permet de nous assurer de l'absence de récidive. Concernant les patientes qui présenteraient des tumeurs, vous avez sûrement entendu, de grade 3, sans expression des récepteurs hormonaux ou avec une surexpression de l'HER2, le suivi éventuellement les 3 premières années serait un peu plus rapproché et on proposera volontiers un examen clinique plutôt tous les 4 mois. L'IRM mammaire, elle n'est pas en plus de la mammoéchographie que vous avez, elle est réservée entre guillemets aux patientes que l'on considère à haut risque, donc des patientes avec de multiples antécédents familiaux par exemple, ou porteuses de la mutation BRCA. Donc vous pouvez toujours demander des examens en plus au médecin. Encore une fois, ces examens-là sont très spécifiques et pas forcément indiqués. L'examen clinique concernant donc le suivi de la pathologie traitée débutera toujours par quelques questions, à savoir est-ce que vous présentez des symptômes généraux de type fatigue, est-ce qu'il y a une perte de poids à signaler, manque de sommeil. L'examen consiste bien entendu à vérifier la cicatrice, que ce soit une mastectomie partielle ou totale que vous ayez eue. Les séquelles également de la radiothérapie, qu'on appelle radiothermite, cet aspect un petit peu induré, hyperpigmenté de la peau, qui peut tout à fait être traité ou en tout cas géré via des séances de kinésithérapie et de massage. On surveille bien entendu le sein contralatéral et on vérifie les zones où un curage a été effectué. On s'assure de l'absence d'œdème du bras qu'on appelle lymphœdème. On y rajoute, je vous l'ai dit, l'examen gynécologique, un frottis tous les 3 ans, et puis on s'assure qu'avec certains traitements, il n'y ait pas d'effet secondaire de type saignement ou sécheresse vaginale qui peut tout à fait relever d'un traitement symptomatique. Le bilan d'imagerie reste simple. C'est une mammoéchographie qu'on vous prescrit une fois par an. Bien entendu, l'examen, quand il y a une conservation du sein, est bilatéral et comparatif. Il est important de disposer toujours, quand vous allez voir le radiologue, de vos clichés de référence pour faire donc, cet examen en comparaison avec les précédents. Et en moyenne, donc, la mammographie a lieu 1 an après celle du diagnostic et 6 mois, si possible, après la fin des rayons. Il y a un œdème post-radiothérapie qui est assez fréquent. Donc on évite, pour éviter les douleurs, de faire des mammographies trop rapprochées. Concernant les éventuels effets secondaires, séquelles des traitements. On va beaucoup parler d'hormonothérapie. Je commence tout d'abord par la problématique du lymphœdème. Œdème du membre supérieur causé par l'ablation de la chaîne ganglionnaire, la réalisation d'un curage. Le risque de lymphœdème est très variable. Tout dépend du nombre de ganglions, vous le savez, qui a été prélevé. Ce risque varie de 10 à 45%, même à distance des traitements. Donc l'examen du bras est impératif et systématique lors de vos consultations de suivi. Il existe bien entendu des traitements que l'on propose et là je vous invite, si vous avez besoin de nom de kinésithérapeute, à vous en référer au site de l'AKTL. Ce sont tous les kinésithérapeutes de France spécialisés dans le traitement du lymphœdème qui mettent à disposition leurs coordonnées. Et si éventuellement vous êtes face à un lymphœdème persistant, difficile à traiter, vous pouvez tout à fait vous rapprocher de ces personnes-là. Donc certaines patientes vont nécessiter des soins intensifs, d'autres d'entretien, avec l'utilisation de manchons de contention et des exercices et traitements de type drainage lymphatique manuel, donc très doux.
Concernant la prise en charge de la douleur, alors moi je vois plus souvent effectivement les patientes qui ont subi des mastectomies avec curage présenter des douleurs, on va dire, chroniques et sur le long terme. Il existe différentes thérapeutiques possibles. Je ne sais pas si vous connaissez, alors sans faire de pub, hein, bien entendu, pour les traitements, les emplâtres sont des espèces de grands patchs contenant un anesthésique, la lidocaïne, qu'on applique sur les cicatrices douloureuses. Alors, il y a un avis qui a été émis par l'HAS concernant ces traitements. L'avis n'est pas forcément très favorable. A priori, la preuve n'est pas faite entre un pool de patientes traitées et le groupe placebo, qui est une supériorité avec ces traitements-là. Pour ma part, j'ai tendance quand même à en prescrire assez souvent et j'ai de bons résultats en y associant des exercices de drainage et de kinésithérapie. Pour ce qui est des douleurs articulaires, ce qu'on appelle donc la capsulite rétractile. C'est une complication, une séquelle liée bien sûr aux traitements chirurgicaux. C'est l'exemple de la patiente qui ne va pas oser bouger son bras pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, suite à la réalisation d'un curage. Et on va se retrouver avec une épaule complètement bloquée. Donc l'idée, c'est bien entendu de commencer dès que possible la kinésithérapie après une chirurgie et de mobiliser un maximum son bras. Il n'y a pas de risque particulier, au contraire, vous améliorez le drainage. Pour les patientes qui vont présenter des douleurs articulaires sous hormonothérapie, et je pense aux anti-aromatases, on peut tout à fait envisager un changement et introduire une autre molécule. Les douleurs, on va dire réfractaires, qui sont difficiles à gérer en consultation, il faut bien entendu s'adresser à des spécialistes, et je pense au service de la douleur dans certains établissements, notamment l'hôpital. Quelques mots sur l'hormonothérapie. Pour bien comprendre comment fonctionnent ces traitements, on est bien sur des traitements à base d'anti-hormones. Chaque cellule de notre corps, ou cellule tumorale, comporte donc des récepteurs aux œstrogènes. Les cellules, les œstrogènes circulants que toutes les femmes possèdent vont aller se fixer sur ces récepteurs et alimenter, entre guillemets, la cellule tumorale. Donc le but de l'hormonothérapie, c'est de bloquer ces récepteurs et donc d'apporter un traitement antagoniste. Il existe deux types de traitements. Chez la femme non ménopausée, on va aller bloquer directement ces petits récepteurs aux œstrogènes par des anti-œstrogènes, vous connaissez le tamoxifène, ou alors faire un blocage plus haut au niveau de l'hypophyse par des analogues de la LHRH, traitement qu'on prescrit un petit peu moins en France. Pour les femmes ménopausées, qui n'ont donc plus d'ovaires qui fonctionnent, il faut savoir qu'on a des œstrogènes qui circulent toujours via les glandes surrénales, qui vont produire une hormone qu'on appelle androgène, et grâce à l'aromatase, qui est une enzyme, ces androgènes vont se transformer en œstrogènes. Donc les anti-aromatases vont annuler l'effet de l'enzyme et du coup bloquer la formation d'œstrogènes circulants. Pourquoi de l'hormonothérapie ? Quel que soit le type de tumeur, ça c'est un tableau ancien mais qui est toujours d'actualité, on sait que le pic, le risque de récidive se situe entre 1 an et demi, 2 ans après les traitements. Donc on insiste toujours beaucoup, on vous demande d'essayer de prendre votre hormonothérapie au moins 2 ans, eh bien à cause de ce risque. L'hormonothérapie, on est censé vous la prescrire 5 ans. C'est jamais évident d'aller jusqu'au bout du traitement, bien sûr. Il faut savoir que les effets secondaires, bien entendu, sont majeurs les 2 premières années et qu'au fur et à mesure du temps, ensuite, ils ont tendance à s'estomper. Mais ces 2 premières années sont vraiment très importantes et il faut essayer au maximum de poursuivre les traitements. Les différents types d'hormonothérapie qu'on propose, vous avez sûrement entendu ces noms, donc le tamoxifène. Je vous ai expliqué donc qu'il s'agissait d'un traitement qui bloquait les récepteurs aux œstrogènes. Le fulvestrant, qui est un traitement qu'on donne uniquement en France chez les patientes avec des métastases, va lui détruire les récepteurs aux œstrogènes. Et enfin, les anti-aromatases, comme je vous l'expliquais, qui annulent l'effet des œstrogènes circulants. Donc il est vraiment impératif, à mon sens, que les patientes comprennent ce que c'est qu'une hormonothérapie, comment ça fonctionne, éventuellement pour adhérer, j'ai envie de dire, plus facilement au traitement et éviter toute rupture dans la continuité des soins. Ou alors, ce qu'on propose volontiers, c'est une pause de 2-3 mois. On stoppe l'hormonothérapie, le temps que la patiente se remette un petit peu de ses effets secondaires, et on reprend ensuite. Un mot sur les œstrogènes. Les œstrogènes dont on dispose naturellement vont agir là sur tous les organes présentés. Donc on comprend d'autant mieux qu'en bloquant les récepteurs aux œstrogènes, on va potentiellement se retrouver avec une liste quasiment exhaustive des effets secondaires liés au tamoxifène. Là j'ai pris l'exemple du tamoxifène, donc beaucoup de patientes je pense vont se reconnaître.
les bouffées de chaleur, les douleurs articulaires, pas forcément. Le risque de phlébite, de cycles irréguliers, de kyste aux ovaires. Alors, anomalie de l'utérus, je pense à l'hypertrophie de l'endomètre, donc qui est en fait l'endomètre, la muqueuse contenue dans l'utérus qui va avoir tendance à s'épaissir. Nous, on est censé donc bien entendu surveiller. Les anomalies du foie, c'est-à-dire une augmentation des enzymes hépatiques, source de fatigue, une augmentation des triglycérides, etc., etc. Donc on a bien entendu notion de tous ces effets secondaires-là, on les surveille, et puis si voilà, la tolérance reste satisfaisante, bien entendu, on vous encourage à continuer les traitements. Quelles sont les alternatives, les thérapeutiques proposées? Alors rien de miraculeux, vous vous en êtes bien rendu compte, mais pour ce qui est des bouffées de chaleur, on peut proposer certains traitements, c'est plutôt de l'ordre de l'homéopathie. Le fait de prendre ces traitements en continu, en y associant de certaines thérapies cognitivo-comportementales, l'hypnose, l'acupuncture, peut apporter un certain confort. Les patientes qui vont présenter éventuellement des saignements sous tamoxifène, là bien entendu, on réalisera une échographie, éventuellement des prélèvements, une IRM pour s'assurer qu'il n'y ait pas de complications. Et pour tout ce qui est de la réduction des risques cardiovasculaires, eh bien, une activité physique régulière bien entendu, éviter le tabac, une alimentation équilibrée et puis un suivi bien entendu par des bilans sanguins réguliers. Pour ce qui est des anti-aromatases, que vous connaissez aussi, alors sans citer le nom des molécules, létrozole, anastrozole, arimidex, etc. Ils vont donc provoquer, comme le tamoxifène, des bouffées de chaleur, mais en plus, principalement des douleurs articulaires. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a des difficultés à faire poursuivre le traitement. Les douleurs articulaires sont parfois majeures, et c'est bien entendu à cause de cela que les patientes stoppent leur traitement. Il y a aussi la problématique de la sécheresse vaginale et un impact sur la libido. Pourquoi? La libido, elle n'est pas liée au fonctionnement des ovaires chez la femme, elle est liée à ces fameuses hormones que je vous ai montrées, qu'on appelle androgènes, produites en partie par les glandes surrénales. Donc bien entendu que si on annule l'effet des androgènes via ces traitements-là, vous avez un impact sur votre libido. Prise en charge potentiellement proposée pour les bouffées de chaleur, toujours pareil, de l'homéopathie. Les douleurs articulaires, donc toutes les études ont montré qu'un apport en calcium et en vitamine D régulier, voire quotidien, associé à une activité physique régulière, permettait de réduire les douleurs articulaires et augmenter le renouvellement osseux. On s'assure bien entendu via une ostéodensitométrie osseuse qu'il n'y ait pas une ostéoporose provoquée par ces traitements. Dans ce cas-là, vous êtes orienté en général vers un rhumatologue qui ajoute au traitement les bisphosphonates. On peut éventuellement modifier l'hormonothérapie et repasser au tamoxifène, même s'il s'agit de l'hormonothérapie de la femme non ménopausée. Elle reste efficace, ce qui permet éventuellement de réduire les douleurs articulaires. Pour ce qui est de la sécheresse vaginale, les douleurs pendant les rapports, l'atrophie du vagin, on propose des traitements à base d'acide hyaluronique, également à base d'œstrogènes locaux. Ce n'est pas du tout contre-indiqué quand c'est prescrit de façon ponctuelle. Et on peut également proposer l'utilisation de dilatateurs vaginaux. Concernant maintenant la patiente, et là donc j'en profite pour aborder le sujet de la femme jeune. Alors qu'est-ce qu'on entend par femme jeune atteinte d'un cancer du sein? Ça va être principalement les femmes de moins de 40 ans. Donc vous voyez que ça représente un très faible pourcentage, bien entendu, de toutes les patientes touchées. Celles de moins de 35 ans, effectivement encore moins. Alors l'incidence, c'est-à-dire la survenue de cancer du sein chez les femmes jeunes, reste stable. C'est ce que montrent les derniers chiffres. À l'inverse des cancers du sein chez les femmes entre 50 et 60 ans. Pour quelles raisons? C'est sûrement une question qui va être abordée et ma collègue nutritionniste pourra peut-être y répondre. Alors, on se pose bien entendu les questions de l'alimentation, du surpoids, de la sédentarité. Ce serait bien entendu des facteurs favorisant la survenue de cancer chez les femmes plus jeunes. Toute la difficulté chez la femme jeune est de faire le diagnostic. Il est tout à fait classique, normal, d'avoir des douleurs mammaires dans le cadre d'une mastopathie, une fibrose, un fibroadénome. Ce sont des choses qu'on voit régulièrement. On peut passer à côté du diagnostic. Et la mammographie n'est absolument pas le bon examen pour le dépistage. Il faut volontiers faire une échographie mammaire. Donc, les médecins traitants ou gynécologues n'ont pas forcément le réflexe avant 40 ans de penser à ce genre de pathologie. Bien entendu, s'il y a un doute, si les douleurs persistent, si la masse a tendance à grossir, échographie mammaire, on ne se pose pas de questions. Donc,
la deuxième question est, peut-on envisager un dépistage individuel des femmes jeunes? Actuellement, non, c'est bien trop compliqué. Ou alors, il faudrait faire des échographies mammaires à toutes les femmes dès l'âge de 30 ans. On n'est pas encore dans cette dynamique-là. Donc, le rôle du médecin est bien entendu de cibler les populations à risque, donc les femmes à risque, celles qui auraient de nombreux antécédents familiaux, par exemple de cancer du sein, survenu à un âge jeune. Est-ce qu'il y a un lien entre survenue du cancer du sein chez la femme jeune, la génétique et la prise d'hormones? Les formes héréditaires, parmi ces 10% de femmes jeunes, sont encore plus rares, moins de 10% des cas. On connaît, et vous en avez entendu parler, des mutations BRCA. Il y a également la mutation TP53 que je cite. On en parlera juste après. Ces formes héréditaires, bien entendu, elles nécessitent une consultation oncogénétique. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dépister comme ça en consultation. Donc là, c'est bien entendu, on va dire, une prise en charge bien spécifique chez le médecin chirurgien cancérologue. Pour ce qui est de la grossesse ne modifie pas le pronostic d'un cancer du sein déjà traité. Ce n'est pas parce qu'une patiente jeune va avoir ensuite un désir de grossesse, tomber enceinte, qu'elle a un risque d'avoir un nouveau cancer. Ce qu'on demande aux femmes jeunes, bien entendu, c'est de se laisser un délai de 2-3 ans après la fin des traitements avant d'envisager une grossesse et bien entendu de s'assurer que dans ces 2-3 premières années, il n'y ait pas de récidive. Les études l'ont confirmé une nouvelle fois, l'allaitement diminue le risque de cancer du sein, mais d'une façon très générale. Pour ce qui est de la pilule, je vois beaucoup de femmes maintenant qui refusent de prendre une contraception hormonale. C'est un petit peu compliqué parce que du coup, la contrepartie, c'est le risque d'interruption de grossesse. Donc, la pilule n'augmente pas le risque de développer un cancer du sein. Par contre, si la patiente est atteinte d'un cancer du sein, qu'elle ne se connaît pas cette tumeur, le traitement hormonal, forcément, la pilule va éventuellement augmenter la croissance de la tumeur. On va potentiellement dépister la tumeur plus rapidement. Mais en aucun cas, on peut dire actuellement avec les études qu'on a que la pilule favorise la formation des cancers du sein. Quelle contraception proposer? C'est assez simple. S'il n'y a pas d'hormones, on bascule forcément sur le dispositif, donc le stérilet au cuivre. Alors, on m'a souvent demandé, je vois aussi beaucoup de patientes qui ont des stérilets de type Mirena. Alors, il n'y a pas de risque, encore une fois, à avoir ce type de contraception, mais le principe de précaution fait que on évite de vous le laisser et puis on va mettre en place bien volontiers un stérilet au cuivre. La problématique, bien entendu, ensuite pour la fertilité, c'est toutes les patientes jeunes qui vont avoir eu de la chimiothérapie. Plus les patientes sont jeunes, plus on proposera volontiers ce traitement. Donc dans 30% des cas, les patientes de moins de 40 ans vont se retrouver avec une ménopause précoce. Ménopause potentiellement définitive. Qu'est-ce que ça va impacter? Eh bien, on augmente le risque d'ostéoporose. Il n'y a plus d'œstrogène circulant. Et puis, bien entendu, ça impacte la vie intime avec, comme je vous l'ai expliqué, les risques de sécheresse vaginale ou de baisse de libido. Donc, il y a des alternatives, des traitements symptomatiques. On ne peut pas anticiper ce risque de ménopause. Bien entendu, quand le traitement doit être fait, c'est une information qu'on donne en amont à la patiente. Et les patientes désireuses d'une préservation de fertilité dans un second temps, si bien entendu elles retrouvent leur cycle, on les adresse en consultation dédiée. Elles ont le droit d'être stimulées, on ponctionne des ovocytes qu'on va ensuite congeler. Et on propose ensuite une réimplantation, une fécondation in vitro dans un second temps. Encore une fois, 2 à 3 ans après la fin des traitements et en l'absence de récidive. Donc oui, la grossesse est possible après le traitement d'un cancer du sein. Bien entendu, il faut anticiper, et c'est le rôle du médecin qui vous prend en charge de vous proposer cette préservation de fertilité. Quelques mots sur la problématique vie intime après traitement du cancer. Donc là, j'ai sorti des études vie après cancer, des études qui ont été faites 2 ans, une population de patientes qui ont été interrogées. On a essayé donc de mettre en avant quels étaient les facteurs associés à une baisse de libido. Donc bien entendu, la localisation de la tumeur, notamment le sein et toute la symbolique que ça représente. Le fait que ce soit potentiellement des femmes jeunes, avec cette ménopause, je vous ai dit, induite par la chimiothérapie. La fatigue, la consommation d'anxiolytiques éventuellement associées. Donc tous ces facteurs vont bien entendu aller à l'encontre d'une vie intime épanouie dans un premier temps. Donc les petits diagrammes que vous voyez mettent en avant, première information, que voilà, les patientes en couple avant les traitements ne le sont pas dans 100% des cas après. On sait toute la problématique, même pour la gestion au sein du couple, le vécu du conjoint. Il est aussi de notre rôle de
tenir compte du vécu du compagnon, de la compagne. Donc 69% des femmes traitées par cancer du sein restent en couple 2 ans après la fin des traitements. Ce qui n'est pas un chiffre catastrophique, mais on est loin, bien entendu, du 100%. Concernant la baisse de libido, elle est rapportée dans 50% des cas pour les femmes traitées d'un cancer du sein. Alors bien entendu, vous voyez, il y a d'autres types de cancers pris en charge avec un impact beaucoup plus important. Col de l'utérus, mélanome. Voilà, pour le sein, on se situe sur une moyenne d'une femme sur 2. Je vous parlais donc de l'accompagnement, de la réinsertion de la patiente dans son travail, réinsertion sociale. Donc, c'est toujours délicat de devoir proposer systématiquement à chaque consultation un accompagnement psychologique. On le fait un peu au début, puis après on a tendance à oublier. C'est souvent après qu'on en a le plus besoin. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Ça peut être donc une psychologue, une hypnothérapeute. Il y a plein de thérapeutiques possibles. Et voilà, utiliser des choses pour vous avoir une certaine réassurance et puis reprendre le cours de la vie comme il l'était potentiellement au préalable. On peut également faire appel à une infirmière coordinatrice, assistante sociale, socio-esthéticienne, pour organiser une reprise, par exemple, de l'activité professionnelle. Je pense à l'assistante sociale dans les meilleures conditions. Autre dernier diagramme que je voulais vous présenter, c'est donc la reprise de l'emploi chez les femmes donc atteintes. Alors, il y a la distinction homme-femme. Les femmes réussissent à reprendre un travail, finalement que dans un tiers des cas, après ce type de pathologie. Alors, on est là également pour vous proposer une reprise à temps partiel, à 80%. On fait des certificats médicaux, tout simplement, et éventuellement, on se met en contact avec le médecin du travail pour organiser au mieux la reprise. On va maintenant basculer sur le dernier sujet, les patientes porteuses de la mutation BRCA, qui, vous le verrez, implique beaucoup de traitements, une surveillance bien spécifique. Pour vous donner quelques chiffres, et ce ne sont que des statistiques, le risque d'avoir un cancer du sein ou de l'ovaire en fonction de la mutation qui touche certains gènes, donc BRCA1 ou BRCA2, voilà, est très variable. Alors c'est sûr que l'atteinte mammaire est très importante, donc on voit beaucoup de femmes, bien entendu, qui sont demandeuses d'un traitement prophylactique, d'une chirurgie prophylactique. Cette mutation, encore une fois, elle est dépistée grâce à la consultation oncogénétique et vous le verrez, on n'adresse pas toutes les patientes en consultation génétique. Comment intégrer ce risque de mutation dans le risque d'avoir un cancer de façon globale ? Les choses peuvent arriver par hasard, c'est ce qu'on appelle des événements aléatoires, et peuvent se combiner, je vous le disais, à des facteurs environnementaux. On l'a dit, l'alimentation, le surpoids, la sédentarité et le terrain. C'est tout ce qui est patrimoine génétique et c'est dedans qu'on va donc repérer les patientes avec un potentiel de mutation BRCA. Alors, il y a différentes définitions, il ne faut pas tout mélanger. L'hérédité des cancers, que ce soit du sein ou de l'ovaire, elle est différente dans le cas des cancers sporadiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire familiale, il n'y a pas d'antécédents familiaux. Il y a une mutation génétique qui s'est faite à un moment donné, c'est le pur hasard, et la patiente donc, va présenter un épisode de cancer. Les cancers héréditaires, et là, oui, on parle bien des patientes avec cette mutation génétique. Elle a hérité d'un de ses parents, voire des deux. Plusieurs membres de la famille sont porteurs. On va être amené du coup à dépister les cousines, les tantes, sœurs, grand-mères. Et elle touche volontiers plus les femmes jeunes. Pour ce qui est des cancers du sein qu'on dit familiaux, encore une fois, il n'y a aucune hérédité à comprendre dans ce terme-là. On n'a pas fait la preuve d'une mutation génétique dans la famille qui aurait été transmise à la naissance. Par contre, il y a un lourd passé médical, notamment familial, et il faut bien les distinguer des patientes porteuses de la mutation BRCA. Donc, juste quelques diagrammes rapidement. Les familles avec de nombreux cancers du sein, dans ce groupe-là, il n'y a que 5 à 10% de cancers héréditaires, donc mutés BRCA, avec une répartition qui reste variable entre le BRCA2 et le BRCA1. Les 35 autres pourcents, c'est un autre panel de mutations qu'on recherche maintenant systématiquement. Les familles avec des cancers du sein et de l'ovaire, chez qui on va bien entendu demander la recherche de la mutation, ça représente 10 à 15% de cancers héréditaires. Comment adresser une patiente en consultation oncogénétique ? On ne le fait pas, je vous ai dit, par hasard. On pose certaines questions et on se base sur ce score. C'est un exemple, le score des ING. Et lorsqu'on atteint un score au minimum de 3,
on n'impose jamais, on propose à la patiente de s'adresser à un oncogénéticien qui va refaire tout l'arbre généalogique de la famille et éventuellement la consultation va aboutir à une prise de sang pour rechercher cette mutation. En général, on fait 2 prélèvements et en fonction des régions, les résultats vont survenir plus ou moins rapidement. Moi, je viens de Lorraine, c'était 1 an pour avoir le résultat. Rhône-Alpes, c'est quand même beaucoup plus rapide. On adresse nos patientes sur Chambéry et en moyenne, entre 1 à 6 mois pour le moins urgent, on a les résultats, ce qui est quand même tout à fait appréciable. Pour terminer, quelles sont les recommandations de suivi ou de prise en charge pour les patientes qui ont un risque mammaire et qui sont mutées? Donc, recommandations émises par l'HAS, la Haute Autorité de Santé. Pour les patientes qui ne voudraient pas se faire opérer, on leur propose un suivi 2 fois par an, dès l'âge de 20 ans, une palpation mammaire et un examen radiologique dès l'âge de 30 ans. Alors, volontiers une échographie mammaire, comme je vous le disais, on combinera si besoin la mammographie. On y ajoutera systématiquement 1 fois par an l'IRM. Donc, palpation mammaire 2 fois par an, IRM, mammo-échographie 1 fois par an. Pour les patientes qui vont privilégier la chirurgie, on parlera de mastectomie prophylactique, c'est-à-dire l'ablation de la glande mammaire en conservant les tuiles cutanées, voire le mamelon, l'aréole. Et on fait ça de façon pluridisciplinaire avec nos collègues chirurgiens plasticiens. Le chirurgien gynécologue fait l'ablation de la glande mammaire, le chirurgien plasticien propose une technique de reconstruction et le docteur Pinatel vous montrera de nombreux exemples. Concernant le risque ovarien, j'en parle parce que certaines patientes préfèrent plutôt avoir une ablation des ovaires. Il faut savoir que ça diminue le risque de cancer du sein. Ça ne l'annule pas, ça le diminue d'un certain pourcentage. Donc, parfois, la mastectomie est beaucoup trop brutale, même psychologiquement. Donc, à partir de 40 ans, on peut proposer l'ablation des ovaires. Attention, en quelques heures, la patiente est ménopausée. Donc, ça implique une ostéoporose, enfin en tout cas un risque d'ostéoporose, des problèmes cardiovasculaires à long terme, des problèmes sécheresse vaginale, libido, tout ce qui est lié à la vie intime. Donc, c'est des décisions qui ne sont pas évidentes à prendre. Si la patiente ne souhaite pas d'annexectomie prophylactique, donc d'ablation des ovaires, on propose une échographie pelvienne dès l'âge de 35 ans, 1 fois par an. La patiente porteuse d'une mutation qui n'a jamais été malade et qui s'est fait retirer les ovaires a droit à un traitement hormonal substitutif. Ce n'est pas ça qui va favoriser la survenue d'un cancer du sein. Donc ça, les études sont très claires là-dessus. Le bénéfice attendu est supérieur en fait. Pourquoi ? Parce qu'on réduit le risque d'ostéoporose, de fracture et tous les effets secondaires donc, liés à la ménopause. Donc s'il y a un message à retenir, en essayant de faire une synthèse dans le cadre du suivi, alors c'est jamais évident de vous proposer une surveillance structurée, partagée, ça c'est des phrases faciles à dire. Il faut déjà qu'on se connaisse tous entre praticiens, et puis dans la région il y a pas mal de nouveaux arrivants, il y a un turnover important avec des médecins qui partent à la retraite beaucoup. Donc il est important nous de notre côté en tout cas de mettre en place un suivi bien régulier qui est rassurant pour vous, de vous expliquer quels sont les traitements que vous allez prendre, les effets secondaires attendus, il n'y a pas de secret, et puis de réduire au maximum les séquelles et éviter à tout prix, en tout cas pour ce qui est de l'hormonothérapie, le risque d'abandon. Et encore une fois, je le redis, abordez tous les sujets en consultation. Vous aurez forcément en face de vous des gens qui n'ont pas forcément envie d'entendre ou qui ne maîtrisent pas le sujet. Essayez avec le médecin suivant. Il faut oser de toute façon. On est là, bien entendu, pour vous apporter, on va dire, l'aide ou en tout cas l'accompagnement le plus approprié et adapté, je l'espère. Voilà, je vous remercie.